travaille toujours. Sincèrement, je travaille toujours. Je me dis pas que je suis arrivé à un niveau où je suis tellement bien placé, où je suis le meilleur, que je ne vais plus faire d'efforts. Déjà, quand tu as vu Willem faire ses vidéos avec son téléphone, la réaction que tu as eue, si c'est possible pour lui de faire ça, c'est que moi aussi. Il y a plus de personnes qui pensent que je fréquentais pas. Même récemment, quand j'ai mis le diplôme, ah ouais, le gars était à l'école et tout, et puis en plus INP et tout. Je pense que les gars pensaient que je faisais que des vidéos en fait. Mais c'est parce que genre, je suivais un rythme toujours constant, quoi. Mais en faisant beaucoup de sacrifices. Le fait que tu as partagé plusieurs choses à chaque fois, cet esprit de vouloir toujours t'améliorer, au fait, qui est vraiment fort pour moi. Parce que depuis le début, tu as souligné, il y en a eu une certaine cohérence dans tout ton développement. Faites attention à qui est dans votre entourage, qui vous veut du bien. Ouais. Peut-être que votre équipe est déjà à côté de vous et vous vous en rendez pas compte en fait finalement. Pour la première fois en 2-3 heures, je dépasse la barre des 10 000 likes. Tu crois que c'était la moins bien? Alors que je croyais que c'était la moins bien. C'est le premier succès en 7 ans. Amis du digital, bonjour. Il est le chouchou du digital ivoirien, voire africain. Chacun de ses contenus rassemble près de 1,5 million d'internautes, performance extrêmement rare en Afrique francophone. Son talent ne passe pas inaperçu car il rafle pratiquement tous les prix depuis bientôt 2 ans, dont le prestigieux Adicom Award, catégorie fiction en 2022. Les marques se l'arrachent quand il s'agit de faire des contenus impactants. Lui, c'est Paul Yvetier. On applaudit, s'il vous plaît. Applaudissez aussi la technique. Donc, je suis Kay Lumumba, CEO de Totem Experience. Et aujourd'hui, je suis avec Paul Talk. Donc, on a 2 Paul. Paul Talk, alias Paul Officiel, responsable de l'Adicom Academy, qu'on peut aussi applaudir. Donc, Paul Yves, bienvenue. Merci. Dans Adicom, le podcast. Ok. On est très heureux que tu sois l'un de nos premiers invités. Donc, Adicom, tu connais, c'est la famille. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as été speaker à Dakar. Ouais. Lauréat donc du prix à la dernière édition. Et donc, Adicom, ça t'évoque quoi? C'est quoi le premier truc qui te vient quand le premier souvenir? Ouais. Je pense que c'est l'événement de Dakar, parce que c'était la première fois que je voyageais depuis ma période d'influenceur, enfin hors du pays. Et ça m'a fait plaisir de prendre la parole, d'être plus un acteur en fait de ce mouvement. Ça m'a fait plaisir de partager un peu ce que j'avais, ce que je connaissais avec plusieurs personnes et de rencontrer d'autres influenceurs. Ok. Donc, en tout cas, c'était top. Ta prise de parole était vraiment top. Et donc voilà, c'est la Adicom Family qu'on retrouve sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Donc mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc là, comme je disais, on est fiers de t'avoir parmi nous. Donc le podcast, la vision, elle est simple. Oui. C'est vraiment donner la parole aux acteurs qui, grâce au contenu digital ou à l'innovation, arrivent à avoir un impact sur leur communauté. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir inspirer ceux qui nous écoutent à également prendre des actions pour également rejoindre le mouvement, parce qu'on a vraiment besoin encore de talent en Afrique pour avoir un vrai impact sur cet écosystème numérique. Ouais. Donc on va rentrer vite dans le vif du sujet. Et pour les quelques-uns qui te connaissent pas, en fait, on était intéressé de savoir aujourd'hui, quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu dis? Alors, si je devais me présenter, je suis Paul Yvetier. Je suis créateur de contenu sur Internet depuis maintenant près de 10 ans. Et je suis aussi récemment diplômé ingénieur pétrole de l'INPHB. Ma tête est pleine. Voilà, c'est un peu tout. Et je suis aussi réalisateur, c'est important aussi de préciser. D'accord. Donc, acteur, réalisateur, diplômé. Du coup, tu pars du principe qu'on peut avoir plusieurs étiquettes. Oui, exactement. Et tu les revendiques toutes. Oui, bien sûr. Ok. Du coup, comment t'es tombé dans la vidéo? Parce que moi, je suis surpris d'ailleurs quand tu me dis 10 ans, mais du coup... ouais, c'est depuis 2013. En 2013, j'avais reçu mon premier smartphone et j'ai installé l'application Instagram. Et dans la partie Explorer de Instagram, j'ai découvert un type qui dessinait des personnes. Donc du coup, je me suis acharné à essayer de faire comme lui, en fait, essayer de dessiner chaque jour. J'ai acheté le matériel pour le dessin. Je le suivais régulièrement et un jour il a dessiné un mec et il a mis en description le meilleur Viner.
Et moi, je connaissais pas cette appellation de Viner. Du coup, j'ai fait des recherches là-dessus et je me suis rendu compte que c'était des personnes qui faisaient des vidéos drôles de 6 secondes sur une application nommée Vine. Donc, je pense que dans la jeunesse, j'avais la fougue de la découverte. Je voulais vraiment essayer de toucher à tout. Donc, j'ai essayé aussi de faire des vidéos de 6 secondes. J'ai même abandonné le dessin. Et au fur et à mesure, la durée de 6 secondes ne me convenait plus. Il me fallait quelque chose de plus long, en fait, quelque chose de plus conséquent, parce que mes idées étaient beaucoup plus grandes que ces 6 secondes. Du coup, j'ai décidé de me mettre sur Facebook. J'ai commencé à publier sur Facebook, de fil en aiguille, de fil en aiguille. Au départ, c'était juste pour le kiff avec les amis, se dire, bah, on fait ça, on met ça comme ça, juste pour montrer aux gens. Et après, il y a eu quelques commentaires, quelques likes faits. Même pas beaucoup, 2 commentaires, 1 like, un partage. Nous, on était contents à l'époque. C'était trop pour nous, en fait. Donc après, moi, je me suis dit, en fait, que les gens, bah, je le fais plus que pour moi. Il y a des personnes qui me regardent, en fait, même s'ils sont pas nombreux, il y a des personnes qui attendent quelque part que tu postes ça, en fait, pour leur faire plaisir, pour déstresser un peu. Du coup, j'ai continué à le faire, mais pas que pour moi et la communauté qui était en train de grandir au fur et à mesure. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu disais au départ, un like, quelques partages. À ce moment-là, du coup, quel que soit le nombre de réactions que tu avais, tu le voyais pas du tout comme une frustration? Non. Bon, à un moment, je me suis dit que je fais du bon contenu, mais pourquoi je n'ai pas autant d'impact que d'autres personnes qui font du bon contenu aussi? Pourquoi je suis encore à ce niveau pendant que les autres sont là? Et à l'époque même, il y avait des personnes qui venaient sur le buzz. C'est-à-dire que le gars, on le connaissait pas, il faisait une vidéo, il a le buzz, il est plus connu que toi, qui travaille depuis des années. Et après, ça frustre un peu quelque part, tu vois. Mais moi, je me suis toujours dit, en fait, que si tu es constant dans ta chose, et tu essayes toujours de t'améliorer au fur et à mesure, forcément, ça va venir, en fait. Le succès va venir. Mais au tout départ, c'était vraiment une passion. C'est-à-dire que avant de t'intéresser aux vues, c'était vraiment, c'était toi, comme tu nous as dit, qui kiffait en fait finalement créer des petits contenus. Donc aujourd'hui, on peut retrouver tes Vines ou bien? Mais c'est une Vine? Oui. Ouais, je pense qu'on va les retrouver. Okay. Quand tu tapes Paul Libetier Vine, il y a des sites qui hébergent ça, en fait. Pas plus Vine parce que Vine n'existe plus, mais il y a d'autres sites qui ont hébergé. Donc tu peux retrouver. Donc du coup, si on reprend ton parcours, tu découvres Insta, tu découvres Vine, tu vas sur Facebook. Oui. Et tu as quelques vues. Donc raconte-nous comment ça se passe, comment tu évolues là-dessus. Alors, est-ce qu'on arrive après, parce que là, t'es toujours à 4 vues. Ok. Comment on arrive à 1 million? Ok. Alors, dans un premier temps, j'avais créé un concept de vidéo, avec le cousin Francis de mes vidéos actuelles, mais avant j'étais la maman et lui il était l'enfant cette fois-ci, tu vois. Et il s'appelait Francis même dans les vidéos anciennes. C'est pour ça qu'il est revenu. Alors juste mis cousin en fait pour rappeler le bail. Donc je faisais des vidéos comme ça en fait, ce genre de concept. Bon après je faisais d'autres vidéos aussi hors ce concept. Je continuais à poster. Au fur et à mesure, je pense que ma communauté grandissait, mais pas waouh quoi. Je me dis que mon maximum c'était de 10 000 abonnés à l'époque, genre le max quoi. Après un autre changement, mais c'était 10 000 abonnés, tu vois. Donc j'ai évolué comme ça, et vers 2016 2017, il y a 2015 2016 2017, il y a le phénomène Willem. Donc regarder les vidéos de Willem, tu te dis que le gars filme avec son téléphone, toi aussi tu filmes avec ton téléphone, mais tu n'as pas achieve cette même qualité. C'est que quelque part tu te minimises, tu vois. Tu sais que tu peux faire plus que ce que tu fais actuellement. Du coup, je me suis remis en question, je me suis dit que vas-y, il a un téléphone aussi, mais pourquoi il n'y a pas la même qualité en fait, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans une optique de juste filmer pour montrer aux personnes, mais j'avais pas vraiment pris en compte l'aspect technique de bien filmer, de bien monter en fait et tout. Donc j'ai pris presque une année pour me focus sur le montage, pour me focus aussi sur comment filmer, comment faire des prises de vue, etc. Et pendant cette année, tu sortais pas forcément des vidéos? Non, je sortais pas de vidéos même. Tu bossais quoi? Je bossais là-dessus. Et ça coïncidait même avec l'année de mon bac. Du coup, j'étais beaucoup plus focus sur mon bac aussi. Et puis, le petit temps qui me restait, c'était juste quelques recherches et tout. Et je regardais beaucoup de films aussi pour essayer de voir comment se construisaient les scénarios et tout. Et après avoir eu mon bac, je suis entré à l'INPHB.
Et là-bas, j'ai commencé à faire des courts-métrages. Je pense que mes premiers courts-métrages, c'était là-bas. C'est parce que le cadre de là-bas ne fait pas vraiment Abidjan, ne fait pas vraiment Côte d'Ivoire, en fait. Genre, l'école est vraiment oui, pour ceux qui connaissent spécial, pas, c'est à Yamoussoukro. Ouais, c'est à Yamoussoukro, en fait. Voilà. L'école est vraiment spéciale. Et ça m'a vraiment inspiré en mode, tu es dans l'école, tu as, enfin, une sorte d'internat dans l'école, vu que tu dors dans l'école, tu te dis, ok, j'ai cette place dans l'école, je suis ici pour un certain nombre d'années, et je peux tourner ici, en fait, parce que ça peut faire penser à quelque chose. Donc, j'ai commencé à réfléchir à des courts-métrages. Quelque chose que les gens ne connaissent pas. Exactement, tu vois. J'ai commencé à faire des courts-métrages, premier court-métrage, deuxième court-métrage. À un moment, ma communauté m'a dit, ah, ouais, c'est bien tes courts-métrages et tout, mais vas-y, refais-nous ce que tu faisais avant, les vidéos comiques et tout, parce que les courts-métrages j'arrivais pas encore à introduire l'aspect comique dans mes courts-métrages à l'époque, tu vois. C'était plus focus, leçon de vie, tout ça et tout. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, je fais le court-métrage toujours, et je vais essayer de revenir à la source, essayer de refaire des vidéos comiques, en fait, pour faire plaisir à la communauté, bien sûr. Du coup, la première vidéo comique qui ressort après mes courts-métrages, en fait, c'est une vidéo comique qui est, après avoir fait le montage et après l'avoir posté sur les réseaux sociaux, est différente de ce que je faisais avant. Tu vois, c'est un peu comme, tout l'effort que j'ai mis dans la conception de courts-métrages m'a permis de créer mon propre style à moi, en fait. Mais genre, je le savais absolument pas. Genre, je réalisais une vidéo comique, mais je me rendais pas compte que je faisais plus comme avant. Donc, du coup, j'ai pu capter un style particulier qui m'était propre cette fois-ci. Et j'ai continué là-dessus. Mais, avec le stress de l'INP, et puis, le manque de temps pour vraiment dire à tel gars, je viens faire une vidéo parce que tout le monde bosse. Et puis, c'était la classe prépa, c'est super compliqué. J'arrivais pas à poster assez de vidéos. Du coup, je faisais du bon contenu, mais pas continuellement. C'était un peu séparé. Pendant mes 2 années de prépa. Et arrivé en cycle ingénieur, il y a eu la Covid. Et ils nous ont donné 2 mois de congé pour la Covid. Du coup, je reviens à Abidjan. Je suis avec mon frère à la maison pendant ces 2 mois. Et avant de venir sur Abidjan, j'avais déjà écrit un court-métrage que je voulais absolument tourner pendant ces 2 mois de congé. Donc j'ai mon scénario de court-métrage que je veux tourner, qui est là. Et je me dis aussi que ces 2 mois de congé, je suis seul avec mon frère. Bon, essayons de faire des vidéos à la maison quand même pour ambiancer, les abonnés, vu qu'on a un peu de temps. Tu vois. Donc il y a d'anciennes vidéos que j'avais écrites depuis super longtemps dans mes notes. Je fais ressortir ces certaines vidéos, je montre à mon frère, il valide, on commence à tourner, on poste la vidéo. Ton frère qui est également créateur de contenu. Exactement, Biggie King. Mais je pense que toute la famille est créateur de contenu. On le connaît plus sur le pseudonyme de papa. Ouais, le papa de Paul Yao, le monteur. Donc du coup, on commence à faire des vidéos. La première vidéo, elle passe tranquille, hein, genre les statistiques de l'époque, ouais, vas-y, on est tout content, en fait. C'était toujours supérieur à ce qu'on avait beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. On fait cette vidéo, ça prend un moment, il y a une situation qui se passe avec mon papa et je dis ok, et si on essaie de reproduire ça et on exagère en fait sur la chose, tu vois. Mais dans ce rôle, je joue le fils et comme toi tu es beaucoup plus âgé, en fait, tu joues le papa. Et on fait, et le public accroche adopte, comment dire, le concept, en fait, tu vois. Ah, c'est que en 2020, j'étais persuadé que ça faisait plus longtemps. Oui, les pères et fils, c'est en 2020, la période de Covid même, tu vois. Ça a pris, après, il fait 2e vidéo, le chill. On s'en sait rien comparé à mon chill. Dans cette même thématique de père et fils, là, ça prend encore. Et on arrive à la fin des 2 mois. Bon, j'avais déjà tourné le court-métrage aussi, hein, pendant les 2 mois et tout. On arrive à la fin des 2 mois. Et la veille de mon départ, je me dis, je retourne à l'INP pour 1 mois avant de revenir en vacances. Et si on tourne 3 vidéos ce soir, je pense qu'il était 18h ou 17h. On tourne 3 vidéos ce soir, plus mon court-métrage, c'est pour la 4e vidéo. Et on les enchaîne chaque dimanche à 19h. Ça fait 1 mois. Et si on finit, c'est 1 mois, je serai sur Abidjan, on pourra faire d'autres vidéos encore. Donc on valide le truc, se met à débiter des idées. On fait la bière, on fait Long Jack avec Alexandre, on fait la partie de cartes et il y a le court-métrage qui est là. Donc on a tout tourné, on a tourné les 3 vidéos et j'ai décidé d'annoncer un concept comme ça, en fait, genre en mode ok les gars, je lance les 4 saisons. Les 4 saisons, c'est quoi? C'est une vidéo chaque dimanche pendant 1 mois à 19h. Genre, je te donne le rendez-vous déjà, le rendez-vous de chaque dimanche à 19h, je te donne des vidéos.
Donc, il y avait pas assez d'engouement sur la publication. Je pense que ça faisait 1000 likes. Et la vidéo, avant cette publication, faisait entre 3000 et 4000. Donc, je me disais en fait que genre, les gars n'avaient pas assez vu le truc, tu vois. Alors que c'était tout le contraire. Parce que la première vidéo que j'ai postée était pour moi, bon, la moins bonne parmi les 4. J'essaie de classer, en fait. Ouais. Genre, c'est quoi je trouve plus, fait mieux que l'autre et tout. Et c'était la première vidéo, c'était la bière. Attends, tu bois de la bière? Hé! Nouvelle emballage de Yugi Pomme et Ade. Et le dimanche, comme ça, je poste la vidéo. Je m'attends pas à grand chose, en fait. Je me dis juste, vas-y, je poste le truc. Et pour la première fois, en genre 2-3 heures, je dépasse la barre des 10 000 likes sur ma vidéo. Alors que tu croyais que c'était la moins bien. Alors que je croyais que c'était la moins bien. Et que le rendez-vous n'avait pas été compris. Exactement. Je dépasse la barre des 10 000 likes sur la publication. Moi aussi, j'ai une manie. Je regarde le nombre de vues chaque 24 heures, en fait. Et c'était la première fois que le nombre de vues dépassait 200 000 vues en 24 heures. Donc, je m'attendais carrément pas à ça. Je voyais les gars repartager, les gars mettaient en story. Mon frère m'appelle, il dit, bro, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Joe, moi, je comprends pas ce qui se passe aussi. Joe, c'est la, pour moi, André, la moins bonne qui est à la maison, c'est en train de buzzer. Tout le monde parle de ça et tout. Et dit, ah ouais. Donc, on est là, on dit, ah ouais, il y a foi, c'est que genre, en fait, on les met bien encore sur les 3 autres semaines. Donc, le mercredi qui suit le dimanche, j'annonce la vidéo du dimanche encore, mais je suis un peu pessimiste parce que la vidéo qui suit. Rappelons que c'est le premier succès en 7 ans. Oui, exactement. Exactement. Le premier succès en 7 ans. Je suis un peu pessimiste. Comment dire? J'annonce la vidéo, la prochaine, le mercredi, qui suit la première vidéo. Maintenant. Et je stresse parce que cette vidéo dure environ 5 minutes et la première faisait 2 minutes. Donc je me dis en fait que le format est plus long que le premier format. Du coup, ça va moins accrocher, mais c'est pas grave, allons ça quand même, tu vois. Et bizarrement, elle a fait plus de vues en 24 heures et plus de likes en 24 heures aussi que la première. C'est là que je me rendais compte que j'étais sur une courbe exponentielle parce que les gars qui étaient venus en fait pour la première vidéo étaient là pour essayer de voir ce qui se passait ensuite et ramener d'autres personnes encore. Ensuite, la troisième en fait avait plus de vues que la deuxième. Et finalement, la dernière, j'appréhendais un peu le moment parce que c'était un court-métrage, il y avait aucun aspect comique là-dedans. Et je me disais que tous ces abonnés qui étaient venus récemment étaient là pour le volet comique. C'était pas là forcément pour le court-métrage. Est-ce que ça allait passer? Déjà que le court-métrage faisait 8 minutes pour la durée du truc. Lisa. Okay. C'était Lisa et je me disais que c'est bizarre en fait. Comment ils vont le prendre en fait finalement? Tu comptes faire quoi d'abord? Je sais pas, peut-être je vais ouvrir une poissonnerie. Mais bien m'aider me faire manger maintenant. Si, je trouve ça bien. Et toi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte reprendre l'école. Mais malheureusement, le pied mal acquis ne dure jamais. Et les choix qu'on fait parfois peuvent changer des années de bonheur en une éternité de souffrance. Tu vois? Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont adopter le truc? Est-ce qu'ils savent que je fais le court-métrage depuis super longtemps? Tout ça et tout. Donc, j'appréhendais un peu le moment. Mais je me suis dit, vas-y, Joe, tu as une lancée, continue le bail. Et je poste la vidéo le dimanche qui suit. Et il y a certains abonnés, en fait, eux, le premier réflexe, dès qu'ils voient une vidéo, en fait, ils commencent à rire, en fait, tu vois. Oui, d'accord. Donc, la vidéo fait 8 minutes. Ça joue avec l'algorithme. Tu vois, non? En truc, la vidéo fait 8 minutes, en 2 minutes, 3 minutes, ils voient le commentaire de rire. Gaga, il rit déjà, il dit hi. Est-ce que les gars ont regardé la vidéo et tout? Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Et 10 minutes après, je pense que le commentaire de moi, je ris déjà là. Il est venu recommenter le bas, il dit non, excusez-moi, il pleure, en fait. Désolé, m'excuse, tu vois, et tout. Tu vois? Et, après, ça a commencé à prendre, de l'impact un peu me fait plus lentement, mais sur la durée actuellement c'est le court-métrage qui a le plus de vues, avec près de 2 millions de vues, plus de commentaires, plus de likes et plus de partages jusqu'à maintenant. Wow. Sachant que maintenant il y a plus de notoriété qu'avant, mais c'est le court-métrage qui a plus d'impact jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est fort, mais sans le savoir là, tu viens de délivrer vraiment beaucoup de tips. Moi, j'ai noté beaucoup de leçons. Déjà, quand tu as vu donc William faire ses vidéos avec son téléphone, la réaction que tu as eue, c'est que si c'est possible pour lui de faire ça,
c'est que moi aussi. Oui, exactement. Du coup, je vais me poser, je vais aller bosser et je reviens. Également, écouter sa communauté. Quand ils t'ont demandé, s'il te plaît, refais des trucs marrants. Donc, ce que tu as fait. Ensuite, trouver ton style petit à petit, même si c'était pas conscient. Mais à force de suivre et de continuer à créer, t'as trouvé ton style. Et enfin, créer un rendez-vous. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'élément final à la création d'une vraie communauté. Et en fait, sans le savoir, sans l'intellectualiser, tu as créé une communauté qui était présente à ce rendez-vous. Ouais, donc là, toi, tu stressais sur la qualité de ton contenu. Mais eux, en gros, à partir du moment où tu tiens ta promesse que tu es là dimanche soir, c'est ça. ils sont déjà contents. Après, on va causer. Ouais, mais déjà, ils sont contents que tu tiennes ta promesse. Ouais, donc, exactement. vraiment bravo pour ça, quoi. Merci beaucoup. Et on se demandait aussi, du coup, je sais pas si sur ce point-là, je pense que le parcours, on a fait le point. Hein. Oui, je pense qu'il a, comme tu l'as dit, il a délivré plein de choses, des leçons. Ouais, il va falloir j'espère que les gens qui nous écoutent prennent des notes. Mais non, étudiant, tu l'as dit, tu as dit, tu es d'Abidjan, tu étudies à Yamoussoukro, tu fais des vidéos, maintenant tu as les engagements aussi avec les marques. On aurait voulu en savoir un peu plus sur la manière dont tu t'organises. Alors, avec tout ça. Ce que je faisais sur une semaine, je prenais... Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit c'est faux, tu n'es pas étudiant en même temps? Non, c'est pas plus de personnes qui m'ont dit que je suis pas étudiant. Ils doivent se dire c'est trop de choses en même temps. Ouais, il y a plus de personnes qui pensaient que je fréquentais pas. Même récemment quand j'ai mis le diplôme, ah ouais, le gars était à l'école et tout, et puis en plus INP et tout. Je pense que les gars pensaient que je faisais que des vidéos en fait. Mais c'est parce que genre je suivais un rythme toujours constant quoi. Mais c'était avec en faisant beaucoup de sacrifices. Parce que sur une semaine, je prenais du lundi au vendredi pour bosser. Ouais. Genre niveau que comment dire, que l'école, que les devoirs, genre de toute manière on faisait pas les devoirs presque tout, enfin les week-ends on faisait quasiment pas de devoirs. Donc du coup les week-ends je venais à Abidjan, je faisais mes vidéos, on peut dire le samedi je tourne, samedi soir je commence le montage jusqu'à dimanche matin je prends mon car, je retourne à Yamoussoukro. Le lundi, je refais la même boucle. T'étais en mode machine, quoi. En mode machine pendant Et quand tu dis sacrifice, est-ce que tu peux un peu plus expliquer? C'est-à-dire que tu estimes que par rapport à des jeunes de ton âge, il y a certaines choses que pour pouvoir faire ça, tu as dû laisser de côté? C'est quoi? C'est de l'amusement? Oui, exactement. Et ça c'est très vrai. Ça c'est depuis super longtemps. Je pense c'est depuis l'époque où j'ai commencé les vidéos. Moi je suis le gars qui n'est donc pas vraiment un geek en tant que tel, mais genre j'ai sacrifié le foot avec les potes, le basket avec les potes pour me concentrer sur les vidéos. Pour les vidéos. Ça c'est vrai parce que genre niveau foot actuellement je suis c'est pas les pour ça. Ligaments croisés, les croisés. Les ligaments croisés, le basket aussi. La même histoire. Tu vois. Mais du coup, d'où ça te vient cette discipline? Parce que c'est très rare que si jeune, on se dise, ok, du lundi au vendredi, voilà, j'ai tel temps consacré à mes études, tel temps consacré à mes vidéos, je vais dormir, je me réveille, je refais pareil. D'où ça te vient en fait? En vrai, je pense que cette décision, je l'ai prise en réfléchissant. Parce que au départ, quand j'étais à l'INP et que je faisais toujours des vidéos, je n'avais pas la même approche, tu vois. Mais après, j'ai vu que ça impactait sur mes notes et tout. Et puis, des fois, je pouvais pas venir aussi à Abidjan pour tourner. Donc, je me dis qu'il faut trouver le juste milieu, en fait. Ce qui va me permettre de toujours exceller à l'école, mais toujours remplir mes engagements avec ma communauté, en fait, en faisant toujours des vidéos, tu vois. Je suis pas du genre à dire, vas-y, je fais pas de vidéos. Moi, j'ai à l'INP, il y a l'étude, il y a le stress, donc, calmez-vous, c'est tout. Non. J'étais amené ici, j'étais fait aimer ce que je fais, en fait. Donc, normalement, je dois te faire plaisir, en fait, sur la durée. Donc, j'étais en mode, efforce-toi à faire plaisir à cette communauté. Essaye de prendre sur toi, pour le faire, en fait, même si ça revient à faire des sacrifices. Et je pense que ça a beaucoup impacté mon sommeil et ce train de vie que je menais, parce que la plupart du temps que j'étais en voiture, à 100%, n'importe quelle distance, je dors.
la voiture. Et je me réveille en route ou je me réveille peut-être à destination. En fait, ça a impacté vraiment mon sommeil. Mais après, je me suis dit, en fait, que, ça va s'arranger. Actuellement, c'est parti. Actuellement, c'est parti, mais ça m'a permis de bâtir une grosse communauté maintenant aussi. J'ai terminé avec l'école, je suis diplômé maintenant et tout. Ma communauté est beaucoup plus grande qu'avant. Ça me permet de faire encore mieux, en fait, et de pouvoir rêver grand. Et je pense que ce sacrifice était nécessaire quelque part, en fait. Parce que, si je l'avais pas fait, j'allais baisser le rythme de mes vidéos, et perdre quand même assez de choses, quoi. Assez de choses, voilà. Mais du coup, à l'université, t'es une star, t'es le chouchou là-bas. Ouais, on peut dire ça, ouais. Mais là-bas, les gars, enfin, je sais pas si tout le monde comprend le terme nien. Enfin, il se gonfle un peu, tu vois, parce que, enfin, on dit que l'institut, ils vont pas faire les groupies, quoi, tu veux dire. Exactement, on fait les groupies. Mais dès qu'ils ont une occasion de parler avec toi, tu vois que les gars t'aiment bien, en fait. Ils essaient d'échanger avec toi un peu. Des fans modérés. Modérés, exactement. Voilà. Mais ça, c'est bien, c'est super, des fans modérés, parce que ça aide galère à l'école, vu que j'étais toujours là-bas et tout. Si tout le monde veut sauter sur moi chaque jour, oui, non, c'est clair. En parlant de chouchou, Paul. Donc, donc, on va rentrer dans une autre phase de l'échange. Ok. Donc, je vais te poser des questions et je vais attendre de toi des réponses directes. D'accord, ça marche. Puisqu'il paraît que t'es le chouchou, on va vérifier ça, c'est ça? Oui, tout de suite. Hein. Qu'est-ce que je ça? Donc, pour commencer, déjà, je vais te demander quel est ton réseau social chouchou que tu préfères. Ouais. Facebook. Parce que j'ai la plus grande partie de ma communauté là-bas aussi. Ok. D'accord. Donc, deuxième question, quel est ton créateur de contenu qui t'inspire, en fait? Willem. Oui. Quel est ton fan qui t'a le plus surpris, au fait? Que ce soit à travers un commentaire ou dans la rue? C'est une fan, j'ai oublié son nom là maintenant, mais c'est une fan, je pense que c'était en 2020 ou 2021, j'ai pas oublié, je pense que c'est 2020, le Prémute de 2020, j'avais pas eu le trophée du Prémute, et ça m'a beaucoup impacté à l'époque, genre j'avais beaucoup mal en fait, quelque part, parce que genre je voulais pas que le trophée pour moi, je voulais aussi pour mon public, et j'ai même dit ça dans ma publication pour dire que je n'avais pas eu le trophée, et j'ai reçu un message d'une fille qui m'a dit que ne regarde pas tout ça en fait, toi tu es le meilleur à nos yeux, et le meilleur trophée en fait ce n'est pas le trophée physique mais c'est plutôt le cœur du public, et ça tu as réussi à l'avoir en fait, et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup marqué pour la suite, et c'est à cause de ça. De Messi, non toi? Ouais. T'as pas vu, la journaliste lui avait dit ça aussi. Ah ouais? Avant la finale, avant la Coupe du Monde, là, il lui avait dit que tu gagnes ou pas, là, sache que nous, tu es déjà en haut, quoi. Ah ouais, si. Mais c'est vrai que parfois on s'attache à une récompense alors qu'il y a plus fort. Ouais. Il y a plus fort à côté, ouais. Alors, donc, on va poursuivre. Paul, quel est l'impact de Paul, le vidéaste, sur Paul dans la vie réelle? Alors, déjà, Paul le vidéaste. Et là, tu t'es mis en mode acteur. Non. Déjà, Paul le vidéaste empêche ou ne permet pas à Paul de la vie réelle de pouvoir sortir librement dans son propre quartier, tu vois. Parce que quand tu sors, en fait, les gars te fatiguent et tout. Vraiment, c'est compliqué. Et je pense que l'impact, c'est beaucoup plus sur l'intimité. Et Paul de la vie réelle n'a plus d'intimité, tu vois, quel que soit l'endroit où il est, en fait, il sera toujours filmé de loin, ou bien, enfin, tu vois, on peut plus, le Paul de la vie réelle ne peut plus avoir la paix à 100%, tu vois, être tranquille dans un coin dehors, en fait, profiter comme une personne lambda. Donc, en gros, c'est la vie des stars qui te rattrape, quoi. C'est exactement ça. Ok. C'est comme ça. Ouais, bizarrement, j'ai comme l'impression de me poser des questions à moi en disant Paul. Mais ça va aller. Donc, du coup, la dernière question, c'est, Paul, aujourd'hui, tu es très connu sur les réseaux sociaux. Tu as, toi seul, 188 000 fans sur Instagram, 778 000 sur Facebook et en moyenne 1,5 million de vues. Du coup, la question qui me vient de te poser, c'est, Paul, est-ce que tu as dû jouer sur
cette influence-là pour avoir quelques avantages dans la vie réelle. Voilà. Non, moi, par contre, en vrai, ceux qui me connaissent savent que je suis très humble, en fait. Moi, même dans les endroits où je peux ne pas faire le rang, j'ai beaucoup honte. Sincèrement, j'ai beaucoup honte de venir devant et dire, en fait, que c'est moi, en fait, laissez-moi passer. Je sais que ça va prendre, mais j'aime pas le mauvais regard des gens qui vont dire, ah, le gars se voit supérieur, en fait, à d'autres. Du coup, il y a pas vraiment de situation où j'ai essayé d'utiliser mon influence pour avoir ça, quelque en chose. général, l'entourage s'en charge. Voilà, exactement ça. Ouais, l'entourage, c'est exactement ça. L'entourage s'en charge pour toi. Ou bien même, ça vient à toi, carrément. Directement. Du coup, Ok. donc, la dernière question, c'est du coup, avec cette influence, juste un avantage et un inconvénient de cette influence sur toi. Alors, l'avantage, c'est que des fois, tu peux être en train de manger quelque part et tu payes pas, finalement, parce que quelqu'un veut payer pour toi. Intéressant, ça. C'est très intéressant. Très intéressant. Et l'inconvénient, je pense que c'est ne plus pouvoir faire, en fait, tout ce que tu pouvais faire quand tu t'es pas connu, en fait. Et toujours regarder ce que les gens vont penser de toi avant de faire quelque chose. Tu n'es plus vraiment libre quelque part, tu vois. Tu représentes ta communauté, quoi. Exactement. D'accord. En tout cas, on va aller manger ensemble. Hein. On va payer la note. Hein. Merci, Paul. Merci, Merci Paul Talk. Du coup, je voudrais revenir sur quelque chose. Tu as parlé du travail. C'est quoi la chose que tu as dû le plus travailler? Parce que tu as parlé des montages, etc. Mais aujourd'hui, tu fais à la fois acteur, tu écris, tu réalises. Quelle est la chose qui t'a demandé le plus de temps en termes de travail? Sincèrement, en termes de travail, je pense que c'est l'écriture. L'écriture? Oui. Parce que ça, je veux vraiment bien que si tu peux développer là-dessus, parce que je pense qu'on s'intéresse beaucoup au résultat final, au jeu d'acteur, à la musique, aux habits, mais l'écriture qui est derrière, c'est vraiment... parce que l'écriture même, c'est l'essence même de la création. Tu vois, c'est de l'écriture que part tout ce que tu veux mettre en place. Et mon écriture, sincèrement, je ne l'ai pas vu évoluer genre progressivement. Je pense que il y a eu un saut carrément entre mon ancienne écriture et ma nouvelle écriture. Et je pense que c'est beaucoup parce que je regardais plus des films maintenant pour regarder des films. Je regardais des films et j'analysais ces films, en fait. J'étais plus focus sur j'étais focus sur pourquoi il a mis ça ici. Et ça me permet maintenant aujourd'hui même d'anticiper des fins de film, en fait. Parce que je m'attarde beaucoup sur certains détails qui sont dans le film et je dis, ah, ok, si c'est un film professionnel, ils ont mis ça, c'est pas anodin. Quelque part, devant, en fait, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et cette analyse de film m'a permis après de pouvoir, c'était même pas, le pire c'est que j'analysais même pas pour essayer de trouver comment écrire, j'analysais plus pour le côté réalisation, pourquoi ils ont filmé ça, comment ils ont filmé ça et tout. Mais après j'ai vu que ça jouait sur mon écriture. J'étais plus en mode on fait ça, ok, bon, à la fin, je sais pas, elle doit, bon, le gars doit, un exemple banal, le gars doit monter dans la voiture. C'était plus à la fin, le gars doit monter dans la voiture. Je dois dire, ok, si tu dois monter dans la voiture, il faut que je montre quelque part qu'il a une voiture, d'abord, pour justifier le fait qu'il monte dans une voiture qui l'appartient. Je dois montrer aussi que, peut-être, il a je sais pas, un lifestyle qui lui permet d'acheter cette voiture. Une question de logique quelque part dans l'écriture, mais qui va permettre de structurer vraiment ce que tu fais. Et après, moi, j'ai toujours cette optique de vouloir surprendre les gens à la fin, quoi. De toujours faire en sorte que les gens s'attendent toujours trop à la fin parce que ça ramène quelque chose de wow. Et je me dis que si tu laisses une personne sur un mind blowing à la fin de ta vidéo, bah, tu l'impactes, tu lui donnes une claque, forcément, il va essayer de voir, forcément, il va te suivre, en fait. Et il va essayer de regarder une deuxième fois. Exactement. Il va partager, non, mais ça, c'est quelque chose que vraiment tu arrives à faire, c'est créer une émotion. En tout cas, ça laisse pas indifférent. Oui. Et ça, c'est vrai que tout se joue dans l'écriture. Et j'ai envie de dire, je sais même pas si tu vas jusque là, mais parfois on a l'impression même que tu t'intéresses même à la psychologie humaine, c'est-à-dire que tu vas aller appuyer sur peut-être une émotion, tu vas l'emmener dans le rire, mais tu sais que derrière tu vas l'emmener dans le truc. Est-ce que ça c'est des choses aussi que tu as étudiées en regardant différents formats?
Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience, je suppose? Ouais, j'ai conscience de ça, mais c'est quelque chose, on va dire que j'ai vraiment taffé dur pour pouvoir atteindre ça. Parce que au départ, j'arrivais pas à, par exemple, si je faisais un court-métrage où il devait avoir un drame, en fait, par exemple, je faisais dramatique du début à la fin, tu vois. Mais j'arrivais pas à introduire ce volet comique, surtout ce volet comique de mes vidéos comiques que je fais dans les courts-métrages, parce que je me disais que ça dénaturait quelque part. Parce que j'ai pas fait des expressions bizarres dans quelque chose de sérieux, tu vois. Donc j'ai mis beaucoup de temps, en fait, pour essayer d'agencer ça. Ça m'a pris peut-être 1 an comme ça pour essayer d'agencer ça. Et après, j'ai trouvé la formule, tu vois. J'ai trouvé la formule, comment faire ça. Et mon seul problème au départ, c'était de ne pas, comment tu as réussi à faire rire quelqu'un et puis après réussir à faire pleurer la personne. Est-ce que tu vas pas perdre la personne au niveau des rires et ne plus avoir cette personne au niveau des pleurs quelque part, tu vois. Mais j'ai capté le fait qu'il fallait juste plonger cette personne dans ton histoire que tu racontais, tu vois. Plonger ton histoire, surtout toujours suivre en fait ta ligne en fait dramatique. Mais avant d'arriver à ce drame, en fait, égayer cette personne avec des moments de joie, tu vois. Des moments de joie, des moments de fou rire. Mais ça, c'était plus dans les trucs qu'on fait tout le temps, tu vois. Quelque chose où on dit, OK, moi, je fais ça aussi. Ça, c'était drôle, en fait, parce que peut-être il y a déjà vécu ça quelque part, tu vois. C'est plus facile à placer ça dans quelque chose de comique que d'essayer de créer. Parce que dans les vidéos comiques que je fais, c'est plus des trucs qui n'arrivent pas vraiment dans la vraie vie, en fait. Parce que tu es Joe. Tu peux pas faire ça, en fait. Et c'était ce côté de pouvoir faire rire avec quelque chose, avec du vécu. De presque chacun, en fait, qui m'a permis de concilier les deux. Ouais. Donc, moi, justement, dans la même dynamique, j'aimerais m'intéresser à Paul, l'acteur. Ok. Donc, ton jeu d'acteur, on voit que tu incarnes très bien tes rôles. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as appris sur le tas ou d'où vient... Alors, bizarrement pour moi, j'ai du mal à me regarder jouer. Bon, fait les vidéos comiques, ça passe, mais genre dans les courts-métrages, là, j'ai du mal à me regarder jouer parce que je me juge toujours. Je me dis que j'aurais pu faire mieux ou je peux faire mieux. Mais bizarrement, toutes les personnes, en fait, qui regardent, en fait, ne voient pas ça de la même manière, en fait. Le regard externe, c'est plus, comment tu as réussi à faire ça, en fait? Tu as réussi à nous faire dégager telle émotion, en fait. Genre, t'es super fort. Mais c'est pas quelque chose que j'ai appris vraiment, en fait. Et puis, le truc, c'est que je jobe jamais. C'est-à-dire que j'écris le scénario. Moi-même, comme je suis à la réal aussi, je suis un acteur aussi, je bosse jamais le scénario. Voilà. J'allais dire pour les non-ivoiriens. Bosser. Ouais. Tu répètes pas. Je répète pas. Du tout. Même ce que j'ai écrit, je répète pas. Je sais juste ce que je vais faire. Et, je place le cadreur, ok, place-toi ici, le son, place-toi ici, ok, lumière, ok, tout est bon. Et c'est avant l'action, je regarde ce que je dois dire. Il lit 2-3 fois, mais comme ça sorti de mon cerveau, il y a une facilité à assimiler, en fait, rapidement. Et c'est sur le tas que j'essaye de jouer. Mais, moi, ce qui me permet de jouer plus naturellement, en fait, dans mes courts-métrages, c'est que je me mets à la place directement du personnage que j'incarne, tu vois. Je me dis, comment j'allais jouer ça en tant que moi-même, en fait, tu vois. Je me dis pas, essaye de faire, peut-être, la colère comme tu as vu dans un film quelque part, non. Ah, tu dis, si moi, quand je suis en colère, qu'est-ce que je fais? Comment je joue. Et c'est ça qui passe plus naturellement. Mais du coup, t'as pas fait de cours, non, même pas, d'acting. Non, D'accord. pas du tout. Ok. Moi, j'ai envie d'aller derrière la caméra. Ok. Il y a quelques temps, on a eu l'occasion d'échanger, sur des sujets et j'ai remarqué que, voilà, quand tu étais sur la réflexion de projet, tu raisonnais en équipe. Donc, tu as la marque Paul Yves Etienne déjà. Et puis après, tu as également ton studio, finalement, avec également une équipe autour de toi. Comment est-ce que cette logique de structuration s'est faite? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou c'est quelque chose que tu as conscientisé? Tu t'es dit, waouh, comment ça avance là, il faut que je me structure, ou c'est des gens qui sont venus vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer cela aussi? Parce que je pense que beaucoup de gens qui idéalisent la création de contenu se rendent pas compte que c'est rarement un travail d'une seule personne. Alors au départ, je pense que même avant que je perce, même j'avais l'idée de créer P-Studio quelque part, parce que je voulais vraiment me lancer dans le cinéma.
de base. Je me suis dit que, si tu lances dans le cinéma, c'est mieux que tu aies ta production et tu aies des gars, en fait, capables de pouvoir gérer tout ça. Et, par le plus grand hasard, il y a 2 de mes gars avec qui je fais des vidéos, cousin Francis et une autre Barbe, qui ont fait l'ISTC. Tu vois, l'ISTC. Qui est l'école d'audiovisuel ici en Côte d'Ivoire. Et j'avais déjà cette vision même avant que je sache qu'ils ont fait l'ISTC et tout. On se connaissait avant, mais on s'était perdu de vue après le bac parce que j'ai quitté Abengo pour Yamsogo directement. Ils étaient toujours là-bas en fait. On ne discutait pas trop études. Et c'est après, il y a su en fait que ils étaient à l'ISTC et je leur ai parlé de ma vision en fait de pouvoir créer quelque chose comme ça. Ils se sont dit ok, à la fois ils sont, c'est des personnes qui ont même la même passion que moi en fait parce que c'est des personnes qui ont commencé à faire des vidéos depuis super longtemps et c'est des personnes même qui ont adopté ma philosophie même je pense même avant que j'ai conscience moi-même que j'ai cette philosophie donc c'était plus facile de pouvoir travailler avec des personnes comme ça. On s'est dit ok, la vision était vraiment partagée quoi. Alors, exactement, top, tu vois. Et je pense que on a vraiment lancé P Studio quand on a acheté le matos, le matériel, parce que on se disait quelque part que utiliser du matos d'autres personnes et ces autres personnes vont venir dire ok, moi si tu utilises mon matos, moi je vais filmer ou bien quoi que ce soit. C'était pas trop nous, même si on était peut-être à l'arrière, à la partie technique et tout. Tu vois, et quand on a eu notre premier non, c'était un peu avant qu'on ait le matos, je pense, un peu avant qu'on ait le matos. Non, c'était plus précisément en fait quand nous-mêmes on a commencé à attraper, que ce soit la caméra, que ce soit la perche, que ce soit la lumière, quand nous on a commencé à gérer et on s'était plus aidé par des particuliers qui maîtrisaient ça, parce que au départ on n'était pas vraiment formé sur le truc. Certes, on essayait d'apprendre plus avec des personnes qui, ok, tu filmes ça comme ça, pourquoi tu filmes ça comme ça, tu places cette lumière ici, pourquoi tu places cette lumière ici. Et quand on a pu saisir un peu tout ça et faire des recherches personnelles, on dit ok, là maintenant si on part sur un terrain, on part plus avec quelqu'un, on part nous-mêmes en fait, et comme c'est nous-mêmes en fait, c'est P Studio qui se déplace, tu vois. Donc on structure le bail, P Studio, chacun a son rôle dans P Studio, cadreur, monteur, acteur. Non, pas acteur. Acteur, c'est moi aussi dans P Studio en vrai. Acteur, c'est moi aussi dans P Studio. Les gars sont plus derrière la caméra, tu vois, plus dans la réal. Ok, super pour l'équipe. Et du coup, après, tu as également, toi, ta carrière personnelle, on va dire. Aujourd'hui, on est dans un monde digitalisé. Il y a des relations avec des marques, il y a la possibilité de monétiser, de proposer des collaborations. Donc là, tu t'organises différemment. Tu es représenté du coup par un manager qui va gérer tes intérêts. Oui. Ok, super. Donc là, comment ça s'est organisé aussi? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un manager, la bonne personne? Alors moi, c'était un concours de circonstances parce que mon manager actuel, qui est Long Jack dans mes vidéos, Alexandre lui-même créateur de contenu. Mais en fait, Paul-Yves, il a son cousin qui est Ange Freddy, il a son frère qui est Biggie, il a son manager qui est créateur de contenu, t'as tes amis d'enfance qui ont fait ISTC. Donc en fait, bon, les gens vont se dire que bon, toi t'as de la chance, c'est tout. Ouais, quelque part. Mais après, peut-être qu'on attire également ce qu'on projette. C'est ça aussi. Je pense que peut-être que ces gens-là, bon, quoique pour la famille quand même, c'est particulier. Mais oui, donc excuse-moi, tu disais pour Alex. Pour Alexandre, pendant les 4 saisons. Qu'on salue. Qu'on salue au passage. Pour la vidéo des 4 saisons, il y avait une vidéo que j'ai faite avec lui, en fait. C'était Long Jack. La première vidéo de Long Jack, c'était avec lui. Et quand la première vidéo de la bière a buzzé, il avait des contacts à Boc et il a montré la vidéo à son contact à Boc, vu qu'il est il est aussi propriétaire de bar, il a des contacts dans les trucs de boissons et tout. Et il a dit, voici le petit, prenez-le en même temps avant qu'il perce, tu vois. Et les gars en même temps disent, ça c'est bien une phrase d'Alexandre, tu vois. les gars ont dit ok, on le prend. Et ils ont signé, ils ont racheté la vidéo et après ils ont fait un contrat de 4 vidéos encore directement après ça.
Ah oui, mais je crois qu'il y a même une campagne d'affichage. Ouais, ça c'était après, exactement. Ta tête dans toute la ville. Ouais, c'est vrai. Alors, après ça, Alexandre s'est proposé en tant que manager. Manager en même temps qui voulait travailler avec moi pour la suite, essayer des trucs, il a des contacts et tout. Oh, ok, donc ça se fait comme ça. Moi, j'étais novice dans le truc, je connaissais pas trop, mais je me suis dit que le gars a un bar. Il est parti trouver des gars chez Solibra, c'est que le gars, franchement, ça peut passer. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, je me suis jamais plaint de lui, il a toujours fait du bon boulot. Ça c'est top. Et du coup, et ça vous emmène à collaborer, avec les marques. Mais on y reviendra. Donc ouais, mais en tout cas merci pour ce retour sur l'équipe, parce que j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment qu'ensemble on fait des choses. C'est vrai que c'est pas évident de construire une équipe, mais peut-être le message qu'on peut donner aux gens, c'est faites attention à qui est dans votre entourage, qui vous veut du bien. Ouais. Peut-être que votre équipe est déjà à côté de vous et vous vous en rendez pas compte en fait finalement. Ouais. Paul? Donc, moi, j'ai rebondi rapidement sur le côté de vision. Et c'est qu'avec tout ce que tu nous as partagé, tu as des grandes ambitions. Oui. Là, quelle est ta vision sur 10 ans, à long terme? Alors, je pense que dans 10 ans, la première vision que j'ai, ma première vision qui me motive toujours, en fait, c'est d'être un grand réalisateur de films. Je pense que dans 10 ans. Avant acteur. Réalisateur. Non, plus réalisateur qu'acteur. En vrai. Okay. Plus réalisateur qu'acteur. Et dans 10 ans, moi, je me vois comme étant, pourquoi pas, déjà le meilleur réalisateur en Afrique. Mais déjà, faire un film qui va faire parler dans tout le monde. Wow. Dans tout le monde entier. Sincèrement. Je pense que d'ici 10 ans même, c'est trop, je pense. Donc, ton Lisa, mais côté cinéma. Ouais, mon Lisa, mais côté cinéma. Cinéma. Je pense que on se donne 5 ans, vas-y, 5 ans. Donc, message à tous les producteurs, si vous avez du budget à investir. Voilà, en tout cas, ce serait une belle success story de Vine de l'affiche au cinéma. Non, en tout cas, la vision est claire et je pense que ça explique beaucoup de choses aussi sur ton parcours. Quand on a parlé des inconvénients et des avantages, on n'a pas parlé des avantages financiers de tout ça. Donc, comment est-ce que, déjà, est-ce que tu as été surpris par le fait, tu as parlé de l'exemple des boissons qui sont venues. Après, je pense qu'il y a d'autres choses qui se sont enchaînées avec différentes marques. Est-ce que tu as été surpris à partir du moment où tu as percé, comme tu dis, du nombre de sollicitations, ou alors tu savais déjà que si ça explose, forcément, ça va venir avec? Ouais, j'étais plus en mode si ça explose, ça va venir. Mais en vrai, j'ai aucun souvenir de moi qui sait que on peut faire un placement de produit avant mon buzz, sincèrement. Je ne savais même pas que les gars faisaient des placements de produits, pardon. Tu savais qu'il y aurait des opportunités, mais tu t'étais pas intéressé à comment ça se passe, etc. Exactement. Okay. Donc, quand c'est venu, j'étais pas en mode, waouh, c'est venu, waouh, c'est magnifique, mais je me suis dit que, vas-y, c'est que ton travail est bon et c'est le fruit de ton travail qui est là. Et donc, comment ça se passe là? Une collaboration classique. La marque contacte Alexandre. Ils viennent, ils disent que par exemple ils ont un produit à promouvoir, qui veulent promouvoir. On dit ok, qu'est-ce que Alexandre envoie un devis très salé. On est bien placé pour le savoir. Ils discutent entre eux. Moi, je veux vraiment pas de ce côté financier, en fait. J'aime pas parler finance parce que je me dis que ça a un impact sur mon travail. Parce que si je sais pour quelle somme je dois faire ça, je vais me mettre une pression inexistante, en fait, en mode, vas-y, tu dois trouver plus que ça, fais plus que ça, il y a telle somme en jeu. Et ça va affecter mon processus créatif. Donc, j'aime pas vraiment ce volet. Alexandre discute là-bas, après, il vient me dire que c'est ok. Et quand la marque, en fait, dit qu'elle a un produit à promouvoir, j'essaie de créer un scénario autour de ce produit, en fait, pour le mettre en valeur. Ok, ça marche. Mais tu as aussi été ambassadeur de certaines marques, il me semble. Oui. Je crois avec la TV d'Orange. Puis d'autres choses. Comment est-ce que c'est des contrats différents à ce moment-là? C'est des contrats d'image, c'est ça? Alors, pour la TV d'Orange, ce n'est pas vraiment un contrat d'image, c'est plus des vidéos de placement de produits.
pour la TV d'Orange, et aussi un relais d'information de leurs programmes, en fait, des programmes qu'ils produisent. D'accord. C'est plus comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur ta relation avec les marques? Peut-être un truc pareil qui est plutôt cool, et puis peut-être quelque chose que tu te dis c'est dommage parce que ça pourrait être mieux, tu vois, parce qu'il y a aussi des responsables de marques qui nous écoutent. Donc ce serait intéressant en fait d'avoir aussi un retour du créatif, puisque toi tu n'es pas en interaction avec les marques de façon directe, c'est via les gens comme Alexandre et nous que tu travailles. Donc quel est le sentiment que tu as par rapport à ça? Alors la plupart des collaborations avec les marques, surtout les marques ivoiriennes, enfin, du pays et tout, qui sont au pays, dans les placements de produits, les marques demandent, c'est seulement ça, je me plains tous les jours en fait, et quand je vois mon scénario, je mets carrément pas où j'atténue, tu vois. Mais les marques placent trop le produit. Notre public n'aime pas les placements de produits. En tout cas, c'est dit la vérité. Quand ils voient que c'est de la pub, ils ont moins d'intérêt à regarder la vidéo. Même si la vidéo est bonne et tout. Mais ils ont moins d'intérêt. Du coup, c'est quand ta vidéo est bonne et la pub passe dans le scénario. C'est pas un mot genre, moi je stoppe la vidéo. Ou bien pendant la vidéo, je dis, c'est Doudé, ça c'est quoi? Tu cites les caractéristiques là. C'est trop placement, en fait, tu vois. C'est plus dans une optique de, si c'est d'où le gars a bu, il a fait une bonne expression, il a déposé. Et le bidon ressort plusieurs fois dans le truc, le placement est bon. Le gars dit, ok, le gars que j'aime bien là, il boit ça là, tu vois. Moi, je pense pas vraiment que... D'ailleurs, si vous êtes une marque de boissons ou d'eau et que vous voulez sponsoriser le podcast, ouais. On vous attend. Nous, on place, on peut lire les caractéristiques. Non, mais blague à part, ouais. Donc, ce truc, c'est, ouais, ce côté, Marc veut absolument son moment dans le contenu et va pas te faire suffisamment confiance sur, je vais vous donner de l'impact, mais faites-moi confiance. Faites-moi confiance, exactement, c'est ça. Et ça, c'est vraiment démontré. Je pense que les vidéos où j'ai vraiment trop mis en valeur la marque, en fait, non, il y a assez d'impact. Ouais, il y a moins d'engagement. Mais tu trouves pas que, quand même, ça change un peu, en tout cas, quand tu travailles très souvent avec une marque, qu'elle te fait de plus en plus confiance. Moi, j'ai le sentiment que parfois, quand même, on arrive à venir vers toi en disant bon tu places comme tu peux sans forcément trop forcer. Maintenant ça va. Maintenant les marques avec qui on a l'habitude de travailler en fait ne viennent pas en mode fais ça précisément. On dit juste on veut promouvoir ça, écris un scénario là-dessus, sinon on valide, si on valide pas on te dit quoi changer, c'est bon. Ouais, tout part du script toujours. Ouais. D'ailleurs ça c'est un point aussi important, tu vois, le fait que tu aies cette facilité à écrire, parce que on a parfois des problématiques pour travailler, faire travailler des créateurs de contenu avec des marques, parce que quand on leur demande un script, ils écrivent 2-3 lignes, parce qu'ils ont pas l'habitude d'écrire, en fait. Ils disent non, on va tourner la vidéo, mais la marque a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer, en fait. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, donc c'est vraiment cet aspect-là. Mais du coup, est-ce que ça t'arrive parfois de toi avoir une idée et avec le manager aller proposer à une marque? Non, on n'a jamais fait ça. Non, c'est plus c'est plus la marque qui vient. D'accord, ça marche. Ok. Je pense qu'on arrive à la fin. Ce qu'on voudrait peut-être laisser aussi dans ce podcast, il y a sûrement beaucoup de jeunes qui viennent te voir en te demandant tiens, quel conseil tu peux donner et tout. Donc quelles sont les réponses qui reviennent systématiquement de ta part quand on te demande des conseils? Alors je leur dis d'être persévérant, tu vois, parce que moi par exemple il a pris 7 ans pour percer en griffe. Donc du coup si t'es pas persévérant, tu vas abandonner, en fait, tu vois. Et puis, il faut toujours améliorer son contenu. Moi, actuellement, je pense même pas que mon contenu, est le meilleur. Je sais que je peux faire plus que ça. Donc, à chaque fois, j'essaye de faire toujours plus, en fait. Et plus tu t'améliores, en fait, et plus tu essayes de créer de nouveaux concepts, en fait, et plus
tu auras plus d'impact, en fait. Parce que peut-être il y a ce concept qui est validé par beaucoup de personnes, mais il y a peut-être une centaine de personnes qui valident pas. Le fait de créer un autre concept qui vont valider, ça fait augmenter ta communauté de 100 personnes. Et c'est pas peu, même si tu as 700 000 abonnés, c'est pas peu 100 personnes. Parce que il y a des abonnés efficaces. On sait pas qui est qui, en fait, carrément, tu vois. Donc, essaye de prendre tout le monde, tout ce que tu peux prendre, en fait. Donc, tu te diversifies, tu crées toujours, tu t'améliores toujours. Tu fais, moi, je dors presque pas les nuits, jusqu'à maintenant. Mais c'est devenu presque une habitude, en fait. Parce que je regarde toujours des tutos YouTube sur comment faire l'éclairage, même si je fais pas l'éclairage, il y a quelqu'un de l'éclairage. Mais je me dis qu'il faut que je touche un peu à tout. Pour essayer parce que si c'est moi, je vais lui dire, en fait, fais ça comme ça. Et si j'ai pas déjà comment on fait ça, moi-même, en fait, et lui, il sait pas, peut-être, ça sera compliqué. Donc, essaye un peu de toucher à tout. Je m'approfondis pas vraiment dedans, mais essaye de voir un peu le contour de chaque truc. Et je travaille toujours. Sincèrement, je travaille toujours. Je me dis pas que je suis arrivé à un niveau où je suis tellement bien placé, où je suis le meilleur, que je ne vais plus faire d'efforts. Je taffe toujours sur les trucs, j'essaie de développer de nouveaux concepts, en fait, pour la suite. Et après aussi, le dernier point, faut être humble, faut être beaucoup humble dans la vie. Parce que la persévérance et, l'originalité, si on peut dire ça pour la deuxième partie, l'originalité, les deux vont te permettre d'atteindre ton but, tu vois. Mais il y aura une partie de succès, en drift, parce que tu vas te dire que t'es connu, mais tu peux aller plus loin. Et pour que ces portes, en fait, pour t'emmener plus loin, puissent s'ouvrir, il faudrait que tu sois humble. Tu vois. Parce que l'humilité, en fait, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. On sait pas qui moi, l'humilité m'a permis de pouvoir faire de grandes choses. Réseau social aujourd'hui qui m'a permis d'aller à Dakar pour aller à Dicom, c'est, par exemple, un vieux père. C'était pas comme mon vieux père à l'époque, tu vois. J'étais à Yamoussoukro un soir, et j'étais en boîte même, j'étais en train de chauffer avec mes gars, et il y a un autre type qui vient dans la boîte et me dit qu'il y a un vieux père. Il y a le choix à Yamoussoukro. Hein? Il y a le choix à Yamoussoukro. Il y a le choix. Pas tout. Excuse-moi, vas-y. Tu vois. Et il dit, il y a un vieux père qui veut te voir, qu'il est fan de toi, il était à Abidjan, et puis quand on lui a dit que toi, tu es à Yamoussoukro, il dit, il croit pas. Tu vois. Déjà, si tu joues trop les stratégies que genre, lui, il vient pas vers moi, c'est moi de partir vers lui et tout. Ça te dit, c'est bizarre. Donc, moi, je suis beaucoup plus ouvert sur ce genre de trucs. Je dis, ok, si c'est vraiment quelqu'un qui n'est même pas de la ville, en fait, qui veut me voir maintenant, en fait, c'est peut-être parce qu'il retourne demain et tout. Donc, je suis parti vers le VP, on a causé, on a ri ensemble, tu vois. Et il m'a dit qu'il était photographe et qu'il avait du matos. Il avait du matos et que à n'importe quel moment où je veux son matos, en fait, de lui faire signe, il va me prêter son matos pour que je fasse mes courts-métrages. Parce qu'il adore mes courts-métrages que je fais avec mon téléphone. Il a dit, ok, Afoye. Et beaucoup de mois plus tard, la veille du tournage de réseau social, j'avais même pas pensé à appeler le vieux père même. Je comptais filmer mon téléphone comme d'habitude. Et la veille même, je te dis que le vieux père m'appelle. Il dit, petit, c'est comment? Il dit, ouais, ça va. Il dit, mais mon matos depuis, essayez là. Tu me fais pas signe. Il dit, vieux père. Bizarrement, demain, il doit tenir mon court-métrage, c'est comment? Il dit, mon petit, la nuit, là, me vient prendre. Tu vois le truc, non? Ça m'a permis d'atteindre un autre stade, en fait, niveau qualité de ce que je fais, en fait, tu vois, niveau professionnaliser ce que tu fais. Tu vois, ça m'a beaucoup appris. C'est ça que découle tous les courts-métrages qui viennent après, tu vois. C'est vraiment un court-métrage clé. Et si je l'ai réalisé aussi bien, c'est ce qui me permet aujourd'hui de réaliser aussi bien, en fait, les autres, en fait, par la suite. Donc, c'est l'humilité, en gros, qui m'a permis d'atteindre cela. Il y a des petits trucs, en fait, que l'humilité va te permettre d'atteindre dans la vie et qui vont te permettre de grandir aussi au niveau de ton parcours professionnel. Ouais, voilà. C'est fort. Ouais. Et puis, je pense que tu as une vision, tu as tes valeurs et ça, c'est super intéressant. Et je me souviens aussi que tu me corriges si je me trompe, la veille de la sortie de réseau social, il y a eu Facebook qui a bugué. C'est le lendemain même. Le lendemain. Mince, c'était déjà en ligne. C'était en ligne, mais fait. Après, les gens disent que Facebook veut pas qu'on voie. Exactement. Exactement ça. Ça, c'était quand même dingue. Ok, ça c'est fort. Vas-y. Rebondir pour justement souligner le fait que tu as partagé plusieurs choses. À chaque fois, cet esprit de vouloir toujours t'améliorer, au fait, qui est vraiment fort pour moi. Merci. Je pense que depuis le début, tu as souligné, il y en a eu une certaine cohérence dans tout ton développement. Et c'est ce que moi, je voulais souligner à ce stade du podcast. Toujours avoir l'envie de faire mieux, de s'améliorer, ne pas se dire qu'on est arrivé, comme on le dit en griffe, mais toujours vouloir viser encore plus haut. Oui, yes. Donc, Mr. P, 3,14.
Toujours. Félicitations pour ce parcours et merci beaucoup pour ce partage très généreux. J'espère que tu as passé un bon moment. Super moment. Ouais. Merci à vous pour l'invitation. Et donc voilà, hâte d'avoir les retours. On voulait te permettre, comme tu dis, que les gens ils t'arrêtent dans la rue. Là encore, on te pose plein de questions. C'est toi là, tu vas poser une question, les gens vont répondre en commentaire. Quelle est la question que tu as envie de poser à tes fans? Alors, ça, je l'ai jamais fait sur ma page. Mais pour vous, mes fans, quelle est ma meilleure vidéo que j'ai postée? Ok. Ah là, il va y avoir un débat terrible. Pourquoi? Et puis pourquoi? Ah, mais tes gars là, ils vont faire des thèses. Justement. Ils vont faire des thèses. Ok. En tout cas, on a hâte de voir les commentaires en dessous de la vidéo. On vous demandera également de mettre en commentaire si vous avez des idées d'autres invités que vous voulez recevoir sur Adicom le podcast. Et voilà, on vous invite à rejoindre la communauté Adicom. On va mettre le lien en description. Quand vous rejoignez la communauté, ça vous permet vraiment d'avoir accès à des contenus exclusifs, des formations, pour que vraiment vous aussi, comme je le disais au départ, vous deveniez acteur de cet écosystème. On a vraiment besoin que plus de personnes se lancent comme Paul-Yves, que ça soit dans la création de contenu, que ça soit dans le marketing digital, pour vraiment booster cet écosystème. Donc, si vous aussi, vous croyez en cette vision, rejoignez le mouvement. Et donc, voilà. Donc, merci à tous. C'était Adicom, le podcast. Ah, ciao. Ciao.